rencontre qui se veut citoyenne. Je vais prendre juste 2 minutes maximum pour vous présenter Nebni. Nebni qui est un collectif citoyen qui a été créé en 2011 déjà. Et dans son ADN, c'est justement de pouvoir débattre avec des citoyens sur des sujets d'importance. Rapidement, ce que Nebni a produit depuis sa création, c'est tout d'abord, ça a démarré avec la construction de 100 propositions qui a été faites en discussion, justement, en débat avec les citoyens sur l'amélioration quotidienne de la vie des Algériens. On a voulu faire quelque chose qui ait une portée un peu plus large, un peu plus profonde, et c'est dans ce contexte que le rapport Nebni 2020 a été élaboré. Il a été porté sur 5 axes: économie, santé, éducation, gouvernance, et un axe qui n'est pas le moindre, c'est qu'on a appelé vivre ensemble, et qui comportait 2 volets, dont l'urbanisme. Voilà. Et ce soir, on va parler d'urbanisme. Toujours dans cette logique de faire contribuer l'expertise algérienne, qu'elle soit en Algérie ou à l'étranger, et d'en faire bénéficier nos concitoyens, on a élaboré un programme qu'on appelait Algérie rêvée, un peu moins, on va dire, souvent un peu moins académique, qui avait plus sa vocation à faire rêver les gens, à leur faire croire à un avenir meilleur et possible, et concret, avec des solutions aussi tout à fait concrètes. La soirée d'aujourd'hui, elle rentre aussi dans ce cadre. Donc on remercie les experts qui ont bien voulu participer au panel. Donc ils vont nous présenter, je ne vais pas en dire plus, mais ils vont nous témoigner de leur expérience et présenter des idées sur lesquelles on pourra construire des choses. Et vous aurez l'occasion, tout un chacun, de vous exprimer, de poser vos questions et d'échanger. Voilà. Sans plus tarder, je vais donner la parole donc, à Al-Hedi, qui va faire donc, un témoignage introductif. Ensuite, Al-Karim modérera la soirée. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Alors, moi je fais partie de Nebni depuis quelques années. Je suis architecte de formation. Donc en fait, mon intervention il va s'agir d'un petit témoignage en fait, parce que Nebni m'a beaucoup intéressé parce que c'était la démarche. La démarche était intéressante parce que c'était sans rentrer dans des polémiques de critiques, de chercher à faire des listes de remontrances, pourquoi on en est là, c'est de la faute à qui, c'est la faute à l'autre. Nebni, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est de chercher à ne pas regarder le passé ni le présent, mais à regarder le futur. Donc, comment le percevoir, comment l'approcher. Donc, moi j'ai fait ma formation d'architecture à Paris. Je suis rentré il y a 15 ans à peu près, où j'ai ouvert mon cabinet. Et j'ai exercé exclusivement dans le domaine tertiaire et industriel. Donc avec en permanence la frustration de ne pas pouvoir travailler et m'impliquer dans la ville et dans le travail de ce qui nous entoure quotidiennement. Parce qu'il y a des blocages, parce que c'est pas facile d'agir en tant que citoyen justement. Voilà. Donc le travail de Nebni, donc il y a eu en 2012, il y a eu des recommandations, comme disait Mborok, sur l'accès au logement, sur le foncier industriel. En 2020, c'était vivre ensemble. La notion de vivre ensemble, je pense que c'est très important parce que c'est la base du vivre ensemble dans une ville. Hein, c'est-à-dire qu'on est obligé de se subir les uns les autres au quotidien, il n'y a pas le choix. Hein, on sort de chez soi le matin, ben, on rencontre le voisin, après on rencontre le gars dans le parking, après ça s'enchaîne comme ça jusqu'au soir, jusqu'au retour à la maison. Donc entre-temps, entre le matin et le soir, on subit des agressions, on subit des bonnes choses aussi. Et aujourd'hui, ma pensée, et ce que j'aimerais partager avec vous pour ensuite donner la parole à Abdelkrim, c'est que il y a un phénomène mondial, c'est que
la ville subit un profond changement depuis ces dernières années à cause de la technologie, à cause de l'accélération de toutes choses. Je pourrais citer Paul Virilio qui disait déjà il y a 20 ans, qui parlait de la vitesse dans la ville et de l'accélération des choses. Ces changements, c'est vraiment un paradigme mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre vie est différente qu'avant, elle ne sera plus jamais la même. Donc c'est à nous d'essayer de trouver des solutions. Et ces solutions, elles ne se trouvent pas ni dans les livres, ni par discipline séparée. Il y a l'architecte, il y a l'architecte, il y a le technique et il y a le social. Et je pense qu'il faut vraiment réussir à créer des groupes de travail, mais de travail vraiment ensemble entre le sociologue, l'architecte et l'ingénieur. Et si on travaille ensemble, vraiment ensemble, hein, c'est pas juste dire on va travailler ensemble et puis il ne se passe rien. Je pense que tous les cabinets devraient intégrer ces 3 corps de métier pour qu'il y ait un travail cohérent et des propositions cohérentes. Pas que chacun soit dans son coin à travailler et à dire moi j'ai une bonne idée, et puis après le sociologue il dit ah non mais c'est pas comme ça, puis l'ingénieur dit ah non on ne peut pas faire ça. Donc à la fin finalement ça tourne en rond. Donc le dernier point que je voulais aborder c'était la formation d'architecte. Donc qu'on soit formé ailleurs ou en Algérie, on peut s'octroyer le titre d'urbaniste, mais tant qu'on n'a pas pratiqué et qu'on n'a pas fait des projets urbains et qu'on n'est pas confronté réellement à ce travail, c'est dur de se dire, moi je n'ose pas dire que je suis urbaniste, je suis architecte, point. Parce que je n'ai pas l'expérience de M. Faïdi qui va nous rejoindre, de M. Mahloum qui va nous rejoindre. C'est des expériences concrètes. Et il faudrait peut-être vous cloner, c'est-à-dire cloner des expériences de ce genre de grande échelle. Cloner, c'est juste un peu d'humour, mais c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment beaucoup de compétences pour changer les choses dans notre pays qu'on aime, quoi. Donc la formation d'architecte, on nous apprend à dessiner, c'est vrai, mais il faudrait justement qu'il y ait dans la formation beaucoup plus de sociologie, beaucoup plus de projets qui nous apprennent à réfléchir avec l'ingénieur et avec le sociologue pour qu'ensuite dans notre pratique professionnelle ça se concrétise par des actes réfléchis. Voilà. Donc l'objectif de notre rencontre, ce n'est pas, je le disais tout à l'heure, c'est pas de regarder dans le passé ni dans le présent, c'est de rêver la ville dans le futur, sa régénération pour ce qui est par rapport à l'existant, rêver la ville nouvelle, parce que ça aussi c'est un sujet. J'espère que ce soir on va essayer d'éviter de polémiquer sur des doctrines, parce qu'on a tendance toujours à refermer les débats ou les sujets dans des doctrines et dans des choses qui sont propres à notre profession, et de se concentrer sur le sujet et de se regarder vers l'avenir. Donc je vais passer la parole à Abdelkrim et bonne soirée à tous. Merci. Juste un dernier mot. J'ai fait une exposition sur Le Corbusier en 2014, j'ai oublié d'en parler, sur le plan obus. Donc il y a un projet dont on parle dans le monde entier. Hein, je pense que c'est un des plus gros projets, un des seuls et des plus gros projets urbains qui concerne la ville d'Alger. Donc c'était le siècle dernier. Et voilà, pour montrer que voilà, une idée, un geste, une pensée peut bouleverser un paysage. Alors là, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou c'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une pensée sur Alger par rapport au site qui est magnifique, qui est unique, et que donc Le Corbusier a pensé à imaginer des projets urbains dans d'autres villes d'Algérie. Ça ne s'est pas réalisé, mais voilà, les influences, on les vit aujourd'hui. Je pense qu'on reverra cet axe dans les vidéos de M. Faïdi, donc cette perspective-là. Donc là, c'est le projet de Le Corbusier. Et ensuite, là, on peut reconnaître l'aérohabitat, le type d'architecture de l'aérohabitat, donc qui a été réalisé par un des disciples de Le Corbusier, qui, je précise, n'a rien construit en Algérie. Voilà. Merci. Je laisse la parole. Salam alaikum.
Donc j'aurai la responsabilité de modérer un débat qui s'annonce passionnant, donc je vais essayer de dire le moins possible. On a un programme en 2 temps, en 3 temps en fait. Le premier, on va demander à nos 3 panélistes de nous faire rêver, de nous projeter sur ce que pourraient être nos villes dans le futur, en se basant sur notre histoire, sur notre génétique culturelle, mais libre à eux de nous proposer des pistes les plus intéressantes. Et le deuxième panel va parler de questions un peu plus concrètes sur comment régénérer une ville à travers l'existant, à travers ce qu'elle a comme potentiel, en démarrant d'un certain nombre de constats. On a 50 minutes par panel. Ensuite, on va faire un débat général. On a préféré ne pas faire un débat à la fin du premier panel. Donc, je vais inviter les 3 premiers panélistes que je vais présenter. Ensuite, le deuxième panel. Et enfin, on va ouvrir le débat avec la salle. On va essayer de jalonner ces présentations avec quelques illustrations, peut-être 1 ou 2 vidéos si on a le temps. Et j'ai envie qu'on clôture à la fin avec une expérience concrète, celle de la ville de Bogota, pour voir concrètement comment une ville a été transformée et comment le leadership, l'acteur qui est le maire, on va peut-être voir une présentation de la ville, il a porté un projet, il a porté une vision et il a pu transformer une ville qui était considérée comme une ville très dangereuse, très sale, et avec toute donc sans porter aucun jugement sur la qualité de ce qui a été fait, bien sûr, sur telle ou telle autre ville. C'est juste pour illustrer le débat. Donc, sans trop tarder, je vais appeler Madame Souhila Ben Ali, Monsieur Achour Mihoubi et Monsieur Reda Kessanti pour monter à l'estrade. Alors, Souhila Ben Ali, je vais profiter pour les présenter, on va gagner 90 secondes, et journaliste, présentatrice télé et radio. Vous la connaissez probablement, pour ceux qui suivent la vraie démarche et Radio M, comme une animatrice du Café Presse, CPP qui est devenu Café Presse. Elle est animatrice télé, radio, elle a été rédactrice en chef d'une revue, elle a présenté le journal télévisé. Nous l'avons sollicité pour avoir un regard de communicant, un peu non spécialiste sur la ville, de manière générale sur Alger. Achour Mihoubi est architecte. Donc vous avez les bios dans les invitations qu'on vous a transmises qui ont présenté nos intervenants. Il a commencé son expérience à l'Ofirac, donc la Casbah, la restauration, la sauvegarde, avant d'aller faire des études approfondies à Paris. Et il a fondé très tôt, en 92, et cofondé le cabinet Mahgoun Mihoubi. Il est le premier président de l'Ordre des architectes et le président actuel du syndicat, le SINA des architectes que vous connaissez. Et enfin, Reda Kessanti, qui est architecte urbaniste, j'ai eu le plaisir de connaître à la faveur de cette rencontre. Il est également doctorant en sociologie urbaine, son regard aussi nous intéresse sur la ville. Il a une expérience en Algérie, au Maroc et en Europe. Il est senior architecte, puis il est consultant maintenant chez Zaha Hadid Architects, et il s'intéresse à plusieurs questions, notamment celles sur les villes intelligentes, les smart cities et l'usage des nouvelles technologies dans les villes. Est-ce que c'est des pistes intéressantes pour nous? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est quelque chose qui relève du fantasme? Donc voilà un peu les différents points sur lesquels peut-être on va l'interroger. Donc vous avez les bios. Voilà, la première partie, on a envoyé les questions à tout le monde. Donc on a envie de rêver, de se projeter dans la ville. On a posé quelques questions. Donc la première question que j'ai envie de poser comme exercice libre, je commencerai par Madame Ben Ali, c'est quel est votre modèle de ville? Comment, de quelle ville rêvez-vous, pour vos enfants, pour nos enfants? Je poserai la même question, après on rentrera petit à petit dans le débat. Comme première question introductive. Alors bonsoir.
bonsoir à Micheline. D'abord, je voulais simplement te remercier de m'avoir invité. Je suis très contente d'être ici parmi vous. J'ai pris des notes parce que je sais combien modérer c'est important et qu'il faut faire attention au timing. Et donc, ayant les choses à cœur, notamment le thème, la ville, j'ai préféré essayer de cibler. Ça me fait plaisir d'être là pour parler de ma ville, ça me tient à cœur. Alors moi, je rêve les yeux grands ouverts. J'adore Alger. Je trouve que c'est l'une des plus belles villes au monde. C'est franchement profond. Pour comprendre cela, je pense qu'il faut, je ne sais pas, on connaît bien tous Alger, mais il faut peut-être se balader et la regarder autrement, se balader dans ses ruelles. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises. Et c'est une ville qui a une âme très très forte. Alors, ces ruelles, la regarder, la sentir peut-être un petit peu, moins, parce que là encore il y a des choses à dire. Prendre ces escaliers, je ne sais pas combien l'ont fait, les descendre, les remonter, c'est quand même assez impressionnant. On y vit, mais on ne s'est jamais vraiment approprié cette ville, qui trône depuis au moins le XVIIe siècle. Je pense à la Casbah en haut, et puis en bas, on a le noyau, vous connaissez tous le noyau touristique, le noyau, le premier noyau, le noyau de la ville française. Ben Mehdi, le quartier. Chaque rue, chaque mur, chaque escalier raconte une histoire. Pour moi, la ville rêvée, c'est vraiment celle qui a une identité. Celle de la Casbah n'est plus à démontrer. La partie coloniale, le centre historique, qui a au moins un siècle et d'une grande valeur architecturale, vous le savez, aussi mémorielle. C'est assez singulier les styles architecturaux que renferme cette ville, classique, néoclassique, baroque, art nouveau, néo-mauresque à partir de 1930. Permettez-moi de rappeler là, je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai découvert ces choses en faisant le travail sur le terrain. J'ai réalisé il y a 2 ans un reportage de 52 minutes sur les escaliers d'Alger. Ils m'ont toujours passionnée et ils m'ont passionnée encore plus depuis. Parce que j'ai découvert Alger comme jamais, son cœur. J'y suis née et j'ai des racines, mais je la découvrais comme si c'était la première fois. Alors, les particuliers, lorsqu'ils ont construit, je l'ai appris au fur et à mesure, quand ils ont construit leur maison, ils ont reproduit leur région. Ils ont reproduit donc des styles architecturaux, des régions un petit peu venues d'un petit peu partout de la France, d'ailleurs aussi, et c'est pour ça que les styles sont différents. Parfois dans une bâtisse, des périodes historiques, en une seule, des inserts en céramique, du classique, du néo-classique austère, mélangé, des arcades, des colonnades. J'ai même vu en haut de Didouche Mourad des maisons, une en particulier avec les beaux windows, architecture anglicane. Enfin, c'est vous dire combien c'est formidable et c'est assez singulier pour une ville. Il faut la regarder. Pour paraphraser, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement, Madame Soria Kassab, qui est chercheur, qui est enseignante à l'EPO, qui fait un très beau travail aussi, comme beaucoup d'autres, comme vous, avec les étudiants. Elle disait, il ne sert absolument à rien de réhabiliter et même de classer des sites patrimoine si on ne les inscrit pas dans un mouvement dynamique. Alors je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle dit, c'est la meilleure des préservations. Je vais m'arrêter là pour permettre à mes amis de prendre la parole. Je voulais simplement vous dire que je suis très triste du gâchis, que tout ce potentiel ne soit pas mis en valeur et surtout que l'on ne puisse pas en profiter, nous, en tant que citadins, profiter de notre ville. Je suis contente de partager la réflexion ce soir avec vous et je suis persuadée qu'elle sera très constructive. Merci. Merci Abdelkrim. Je pense qu'on risque de se répéter aujourd'hui. Étant natif d'Alger, avoir grandi dans une ville comme Alger, on ne peut pas rêver d'une autre ville à part Alger. Je suis né au Clos Salombier, grandi à Kouba, habité une maison qui avait une vie complètement dégagée sur la baie d'Alger. Les endroits d'Alger vous frappent, vous prennent, sont carrément magiques. En dévalant du Golfe à travers la rue du Pékin, à travers la rue Franklin Roosevelt, ou en venant en dévalant aussi, en descendant du boulevard de l'Indépendance, il y a ces vues où on perçoit cette
géographie de la ville, cet urbanisme, ce chaos aussi, cet accident qui fait que Alger est une ville une fois connue, une fois qu'on ait grandi dedans. Quand vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas vraiment pris ou surpris par les architectures des autres villes. Vous aimez, vous appréciez, mais vous savez qu'il y a une dimension de votre ville natale qui est particulière et unique. Alors je pense que le rêve est là sous nos yeux. Il ne s'agit pas d'aller rêver de quelque chose d'autre. Mais ce que je dois dire, c'est que pour refaire ce rêve, ça devient de plus en plus compliqué. Et ce n'est pas compliqué que chez nous, même ailleurs c'est très compliqué. À partir d'un certain moment, il est difficile de refaire les villes d'hier. Et les choses sont ce qu'elles sont, pas seulement en Algérie, à travers tout le monde. La ville devient un des défis de la planification et de la construction à l'échelle mondiale. Voilà ce que je voulais dire. Alors bonsoir tout le monde, Sahab Torkom. Bekrim, la reconnaissance reste la plus belle fleur qu'il ait de l'âme, donc merci pour l'invitation. Je vais juste vous éviter la lecture analytique subjective de la ville d'Alger, on y est tous nés, mais je vais directement attaquer le fond du problème qui est qu'est-ce qu'une ville. Tout le monde parle de la ville réelle, idéale, tout le monde parle de la ville rêvée, mais c'est sur des principes essentiels que l'on ne s'entend plus, et c'est sur ces principes-là qu'on s'oppose. Donc, il est vrai que les fondements d'une ville, par ses représentations dans l'imaginaire collectif, sont en partie influencés par le 7e art, par le cinéma, par Hollywood. Donc, et ceci dès le film Les temps modernes de Charlie Chaplin jusqu'à actuellement Minority Report. Donc, c'est ces influences-là qui ont son cerveau. Et puis, pour autant, plus concrètement, il y a plusieurs, on a plusieurs lectures, donc on se dit le côté subjectif, j'y suis né, donc j'ai une approche un peu plus profonde, etc. Donc je suis plus sensible aux paramètres extérieurs. Mais actuellement, au jour d'aujourd'hui, on a plus tendance à voir la ville d'une autre manière. Donc si on fait comme ça au hasard plusieurs villes dans le monde, que ce soit en Europe ou dans les mégalopoles d'Asie, prennent des initiatives dans le sens où, par exemple, je prends un exemple tout bête, ce qui se passe actuellement à Singapour ou à Hong Kong ou autre, c'est qu'ils commencent à développer une certaine technologie pour qu'on puisse éventuellement répondre à un certain nombre de caractéristiques qui déterminent la vie. Donc en premier lieu, que ce soit d'ordre économique, d'ordre environnemental, son mode de vie, l'environnement immédiat, etc. Donc cette qualité de vie qui est constamment recherchée par les socioconcepteurs nous permet d'avoir une autre vision. Donc tout le monde a une vision d'Alger, mais ils sont rares ceux qui prennent un peu de recul et qui ont cette possibilité d'introduire une certaine... on parlera tout de suite après, concernant tout ce qui est civilité, urbanité, cette appréhension par rapport à la ville elle-même. On parle de la ville d'Alger en particulier, mais trouver une solution dans cette ville-là ne peut en aucun cas être extrapolé au reste des villes, parce que chaque ville est particulière et chaque problématique ville doit être réfléchie d'une manière précise. Il est d'ailleurs bien connu, on a une très mauvaise vue d'ensemble lorsqu'on voit les choses de très près. Donc il faudrait éventuellement dresser tout un tableau et essayer d'apporter les solutions aux problématiques qu'on peut éventuellement avoir. Donc en gros, comme introduction. Excellent. On a fait projeter quelques visuels qui
qui représente un peu, moi ça c'est très personnel, Omar Racine, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est une œuvre qui représentait toute la magie de la Médina telle que je l'entendais chez mes parents, mes grands-parents. Je me rappelle très bien le jour où j'ai vu cette œuvre, ça disait tout. Donc, vraiment, je vous invite à la regarder et tous les rapports sociaux qu'il y a à l'intérieur, les corps de métier, la mixité sociale, les arts, la vue sur la baie d'Alger. Et donc, c'est l'ancienne Médina. Puis il y a vous avez parlé de la ville coloniale avec d'autres rapports sociaux, la place, le kiosque à musique. Donc, c'est aussi d'autres visions peut-être, d'autres formes de socialisation proposées. On peut fantasmer ou rêver de quelque chose qui soit mixte, donc c'est une question. Donc là, vous avez peut-être les différentes strates qui sont visibles là. Si je ne me trompe pas, là on voit en haut même les ancêtres des HLM, c'est ça Hamidek, les HBM, les habitats bon marché. Donc c'est ça, le projet en haut de la Casbah, c'est les HBM. Donc même il y a longtemps on se projetait sur cette vision, sur le social, comment avoir un certain nombre de projets qui structurent la ville. Donc est-ce que la ville rêvée doit mixer ça? Il n'y a pas qu'Alger, il y a d'autres villes, Gardaya, il y a même des gens qui ont tenté des choses, ce n'est pas une réflexion à l'échelle d'une ville, mais un projet quand même assez grand. Donc la question qu'on vous pose, c'est est-ce que notre ville rêvée est une ville qui est ancrée dans le passé? Donc c'est la Casbah plus, ou les Médina plus, Delès ou les autres. Est-ce que c'est une ville coloniale améliorée? Est-ce que c'est un modèle composé à créer? Et quels sont un peu les rapports sociaux que cela induit de partir sur des modèles? Hadi a dit tout à l'heure que certains, on peut poser des visions, mais sur quoi s'appuie? Sur quel modèle de ville on devrait se projeter de votre point de vue de praticien, de citadin, quand vous voulez? Alors, moi, je ne vais pas m'attarder parce que je ne suis pas spécialiste, mais par contre, je crois que les deux peuvent aller ensemble et vont déjà très bien ensemble. Encore une fois, le terrain m'a bien montré que la Casbah et le noyau français vont très bien ensemble. Il y a des maisons, vous rentrez parfois dans des maisons, des maisons coloniales, et puis vous ressortez du côté de la Casbah, c'est quand même impressionnant, c'est pour vous dire à quel point cette mixité existe déjà. Après, il faut y vivre, et y vivre, c'est d'abord reconnaître son identité, et je pense que le travail est plus à faire là-dessus qu'au niveau architectural. L'architecture n'est à mon sens, l'architecture n'est qu'une représentation de ce que nous sommes, et de ce que nous avons été, de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc oui, la mixité, il n'y a aucun problème, aucun souci, elle existe déjà, il faut juste la regarder encore une fois. Voilà. Oui, mais à mon avis, il n'y a pas de règle précise. Il n'y a pas de A plus B n'est pas forcément égal à un modèle existant, etc. Schulz en parle très souvent dans la mémoire du lieu, etc. Donc faisons peut-être abstraction de ce qu'on a vécu et passer à autre chose. Non, il faudrait construire avec son histoire, etc. D'ailleurs, dans l'une des villes, comme vous avez parlé tout à l'heure, concernant les villes nouvelles ou intelligentes, ou tout le monde appelle Smart City actuellement, ne fait en aucun cas une abstraction de ce qui s'est passé auparavant, de l'histoire, et passer directement à l'ère technologique. Bien au contraire, leur utilisation d'éthique, tout ce qui est l'utilisation de la technologie, information, etc. Donc, ceci ne pousse à... La première information, c'est la gestion de la donnée. Et la donnée, c'est en partie de l'histoire. Donc c'est accompagner cette architecture dans son histoire au temps zéro. C'est-à-dire que j'accompagne toute mon histoire afin d'aboutir et de projeter un projet architectural. Donc c'est toute une démarche, c'est une stratégie processuelle qui démarre d'une histoire, d'un pays, d'une ville, d'une unité de voisinage, va aboutir à une projection architecturale urbaine. Voilà. Là, on va procéder par question-réponse, c'est ça?
Bien sûr. Ah, d'accord. Ah, parce que je pensais que Sauf si c'était... tu veux répondre à une question que tu poseras, vas-y. Non, c'est vrai, non, je pensais que c'était un petit exposé à faire, Tu peux aussi, hein. mais ça risque de prendre un peu de temps. Oui, non. j'ai envie de regrouper toutes les questions parce Voilà, que c'est ça, oui. je crois que ça serait plus simple. Oui, je oui, crois. il faut pouvoir Parce que les questions. avancer et après, par rapport à ce qu'on dit, il y aura la salle par la suite Sûrement, ils vont. qui va réagir par des questions. Coupe ta présentation en plusieurs bouts et après. Non, ça parce va que faire- j'ai lu, non, j'ai lu un peu, j'ai essayé de coller déjà à vos préoccupations et je me suis essayé de répondre sans pouvoir, je vous le dis, sans pouvoir répondre à vos interrogations. Ce que je pense, moi, c'est que j'ai essayé, parce que vous dites comment régénérer nos villes, c'est ça le thème. Et comment pouvoir aussi coller au terme de cette lourde question où je note régénération et ville. Alors pour régénération, le sens le plus récent, en acceptant sa signification rare et religieuse, d'après le petit Robert, c'est renouveler en redonnant des qualités perdues. Ce que l'on ne soit pas dans ce renouvellement, faut-il comprendre à travers la question posée qu'on le serait dans la dégénérescence ou la décadence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le problème de la régénération se pose au niveau de la fabrication, de la construction d'une ville, est-ce qu'il faut-il se poser l'autre question, c'est que est-ce que l'on serait dans la dégénérescence et la décadence? C'est une question que je pose. Faut-il aussi réunir un peu d'efforts sémantiques pour approcher un tant soit peu les préoccupations que soulève cette question? Dans la problématique, il est question d'étalement urbain. Vous parlez d'étalement urbain, repris aussi en gras, qui se fait... le fait de parler d'étalement urbain, je pense qu'il y ait comme cela un sous-entendu sur un étalement qui se fait contre la ville ou qui conduit à l'impossibilité de faire la ville. Dois-je comprendre? La problématique repose sur un constat patent, tel que vous le développez, qui reprend un certain nombre de points et qui exprime toute sa complexité. Ce qui est proposé, je crois, une fois la problématique posée et bien posée, c'est de faire une ronde, comme nous le faisons ce soir, et de rêver d'une ville. C'est-à-dire, là, on se met, allez, rêvons d'une ville, c'est-à-dire de se projeter dans un espace où l'on se sent bien et qui permet de se régénérer. Pour rester un peu dans notre petite définition de Dico, nous dit que la ville est un milieu géographique et social formé par une réunion organique et relativement considérable de constructions dont les habitants travaillent pour la plupart à l'intérieur de l'agglomération, au commerce, à l'industrie, à l'administration, etc. La pensée fonctionnaliste, par exemple, a réduit la ville à un organisme où l'on peut habiter, travailler, se déplacer, se recréer, etc. Est-ce qu'en fabriquant cela, on aurait la vie dont on rêve? Rien n'est moins sûr. Et pourtant, ce qui a prévalu aussi à l'approche fonctionnaliste est aussi une sorte de ville rêvée qu'elle imaginait. Maintenant, au-delà de la part du slogan de ville rêvée, cela renvoie nécessairement, je pense, c'est un peu le programme de Nebni, au rêve algérien. Et de quoi rêvent les Algériens? Faut-il savoir que la ville, en parlant de rêve, à l'échelle d'une nation, c'est que la ville est avant tout un espace de contrainte et d'affrontement où s'exprime l'être politique.
c'est le lieu par excellence de l'expression du pouvoir. C'est donc là où s'exercent toutes les pressions politiques et sociales qui ont fait qu'à travers l'histoire, le cadre physique des villes n'a été que le résultat de ces affrontements. La ville est une réalité des choses tellement concrète où le rêve n'a peut-être pas sa place. L'histoire nous apprend aussi que rêver d'une ville n'est peut-être aussi qu'un pur fantasme, car ces enseignements sont une succession de paradoxes. Ce qui pouvait être admis à une certaine époque risque fort de ne plus l'être à une autre époque. Je prendrai un exemple pour cela, c'est le Paris haussmannien par exemple. Si le Paris haussmannien a existé, avec cette grande ampleur qu'on lui connaît, c'est qu'il y a eu avant le brasier de 1848. Et la ville médiévale était devenue un péril pour le pouvoir en place. Le paradoxe, c'est qu'un siècle après cette ville décriée, parce que dangereuse, insalubre, mortifère, et qu'on affuble de tous les maux, devient un enjeu culturel considérable, au point où on est obligé de mettre en place une batterie de lois et de réglementations pour la sauvegarde de secteurs entiers des anciens quartiers. Et le revers de cette préservation, c'est qu'avec le temps aussi, ces quartiers jadis vivants, où toute une activité hétéroclite s'y trouvait, deviennent des espaces de consommation culturelle froids et où circulent des touristes, où il y a une profusion de restaurants et où habite une population de plus en plus homogène de cadres, parce que c'est devenu cher, et où règne une insipidité répandue à souhait par la caste qu'on appelle aujourd'hui les bobos. Ça, c'est un peu le côté réel de ce qui fait la ville. C'est-à-dire que la ville est une réalité, et je ne pense pas que ce qui fait la ville, à un certain moment de l'histoire, part d'un rêve. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de rêver d'une ville de demain? Voilà, et je continuerai. Très intéressant. C'est-à-dire, Achour nous rappelle la réalité. J'aurais dû insister au début, mais je démarque l'idée que vous avez tous reçu un document qui était explicite. Dans cette première partie, on voulait se projeter avant de revenir à des questions beaucoup plus entre guillemets, techniques, organisationnelles, comment on peut opérer pour faire revivre, régénérer une ville, mais ça reste intéressant. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que pour revenir à cette histoire d'étalement urbain, c'est-à-dire qu'il y a un noyau central, puis la ville s'est développée par excroissance, donc il y a une, deux, trois colonnes autour du noyau central qui se sont développées de manière anarchique, probablement pas suffisamment réfléchie, et qui donne lieu à de gros problèmes d'accès aux services, de mobilité, d'inégalité par rapport à un certain nombre de services de base comme l'école. Aujourd'hui, il y a un travail de Nasreddin Hamouda du CREAT qui démontre que selon le lieu où on habite, on n'a pas la même qualité de l'enseignement, et ça doit être valable pour le reste. Donc toutes ces questions-là, elles sont liées au fait que la ville s'est développée d'une manière probablement non réfléchie. Peut-être l'idée du rêve n'est pas le bon fil conducteur. On avait une présentation de quelqu'un, mais on va pas... Oui, non, mais c'est intéressant. Donc, non, mais il est libre. Donc après, on va revenir un peu à ces questions. Encore une fois, si on veut intervenir sur la ville, parce que c'est ça l'objet de notre question, Nebni est très pragmatique, c'est-à-dire on veut aboutir à des réflexions qui peuvent donner lieu à des politiques publiques. Il y a un fait aujourd'hui, c'est que toutes nos villes se sont développées de manière anarchique, avec, comme ça, des poches. Safar Zitoun parle de déportation, donc il utilise un concept fort, c'est que les gens étaient déportés d'un centre
où ils vivaient, il y avait une vie vers ces périphéries, et aujourd'hui c'est ça la réalité. Donc si on doit régénérer nos villes, vers quelle direction devrait-on s'acheminer, vers quel modèle, quels sont les rapports que l'on veut? Donc c'était un peu ça l'exercice difficile qu'on vous suggérait. Reda. Alors, très rapidement, je vais essayer de pas trop... la ville rêvée n'est pas forcément édénique, n'est pas forcément belle, etc. La ville peut être parfaitement effrayante, irrationnelle, etc. Donc ceci, comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de règles précises, etc. Mais il faut avoir le contexte. Le contexte qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette concentration des individus qui est colossale au niveau des villes. Donc ce qui pousse cette dernière à essayer d'optimiser ses ressources et leur organisation. De cela, on découle deux constats qu'il faut impérativement garder en mémoire. C'est que plus de 50% des individus vivent dans les villes à l'heure actuelle. Les 50% vont devenir 70% en 2050. Deuxième constat, c'est que les villes n'occupent que 2% de la surface terrestre. Mais elles produisent plus de 80% d'effets à gaz à effet de serre. Donc, de ces constats-là, le rôle de l'enjeu politique et le rôle de la ville et des métropoles, c'est il faut impérativement accompagner cet enjeu-là, qu'il soit d'ordre économique, environnemental ou bien sociétal. À partir de ça, quand on parle de ville rêvée, c'est une idée plutôt un fantasme, etc. D'un autre côté, on va au niveau des Émirats, etc., la création de nouvelles villes intelligentes qui sont à disposition de l'habitant, qui essayent au maximum de répondre aux besoins de l'individu. Donc à chaque fois on retourne à cet individu-là. La ville en Corée du Sud, actuellement, il y a une ville de Songdo qui est faite suivant une lecture analytique globale, suivant les fabriqués de toutes pièces, tout ce qui est HQE, développement durable, etc. HQE, c'est la haute qualité environnementale. Pour qui? Pour l'individu. Donc il faudrait tout ça, il faut faire participer la société dans ça. Et c'est bien connu, construire l'individu. Bina al-bashar aham min bina al-hajar. Donc avant d'entamer toutes ces procédures-là, il faudrait accompagner l'individu à pouvoir... c'est tout un travail, c'est toute une démarche urbaine, sociale et architecturale. Donc nous, on n'est pas le Père Noël, donc c'est très difficile pour nous, mais c'est tout un travail d'accompagnement. Un autre exemple, Singapour, ils ont, avec la création un exemple tout bête, avec l'implantation d'arbres magiques, ils appellent ça. Le projet s'appelle Super Tree. Donc c'est des arbres qui mesurent 50 mètres de haut, qui ont des espèces de modérateurs de température, éclairage public, etc. Donc ceci permet, ça reste un besoin, etc. Donc ceci permet une certaine acceptation des nouveaux projets urbains. L'Algérien a toujours été taxé de critique, mais combien il est attaché à sa ville. Donc ce projet n'est pas uniquement urbain ou architectural, mais primordialement, ce projet est plutôt sociétal. Alors, moi je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je crois qu'on a vraiment le même souci. L'anarchie urbanistique qu'on vit depuis plusieurs années maintenant, c'est quand même terrible, c'est un héritage monstrueux. Je voulais simplement rappeler, parce qu'on a eu une longue discussion avec Akli Amrouche qui est là, présent dans la salle, et pour le paraphraser, il disait, je rappelle quand même que l'arrêt de l'urbanisation, et c'est encore lui qui m'en parlait, l'arrêt de l'urbanisation en périphérie, c'est quelque chose de vieux, ça a été décidé en 2006, approuvé en 2011 par le gouvernement, et aujourd'hui ça continue encore. Akli dit rien n'est trop tard. Voilà. Il dit il y a toujours à faire, et l'urbanisme c'est de l'artisanat. Tu vois, j'ai même écrit l'urbanisme c'est de l'artisanat. Et le truc c'est d'essayer de construire avec ce que l'on a et d'essayer de faire avec ce que l'on a. Tout simplement revenir, encore une fois, tu le disais, et je partage parfaitement ton point de vue, c'est de revenir à des gens compétents aux compétences. Et je crois que ce n'est pas les compétences qui manquent, nous en avons énormément. Alors,
on dit souvent, et le site créa la ville. En ce qui concerne en tout cas Alger, ça a été le cas, il faut le voir. Hein. Le site créa la ville, la topologie, enfin voir un peu comment Alger est construite. On comprend que ce soit pour la Casbah et même après pour le patrimoine français, je crois que les Français se sont quand même inspirés de la Casbah. Alors, réhabiliter, c'est à mon sens peut-être une ouverture, mais en tout cas, réhabiliter, c'est peut-être intégrer et rêver de cette nouvelle vie, c'est peut-être l'intégrer dans un circuit, je parle de choses concrètes, dans un circuit touristique. On ne réhabilite pas, comme ça se fait aujourd'hui, des immeubles, on ne remplace pas des pavés et on ne fait pas le travail qui est fait sans l'intégrer dans un travail total, c'est-à-dire sans intégrer la rue et l'âme du quartier, autrement dit les sortir de leur isolement, leur donner vie. On a franchement, il me semble, tous les ingrédients pour créer et aménager une belle ville avec ce que l'on a. Créer par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des escaliers, c'est le travail sur lequel je me suis attelée et c'était franchement très passionnant. Je pars simplement de ces escaliers, aménager des parcours pour se promener dans la ville, les transversales que l'on connaît, ce sont des percées extraordinaires, des vues plongeantes sur la mer, c'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas s'il en existe, s'il existe une vue aussi formidable que celle que nous offre Alger. Et je crois que c'est pas suffisamment mis en relief, c'est pas suffisamment mis en avant. Alors, des terrasses, des jardins, ponctués d'escaliers, on n'a pas perdu l'habitude de se promener, on a franchement perdu l'habitude de se promener à Alger. Je crois que se réapproprier l'espace urbain, c'est d'abord simplement commencer à regarder ce qu'il y a autour de nous et faire avec ce qu'il y a autour de nous. Pour moi, Alger, qui reste quand même la vitrine, et je suis désolée d'insister, mais ça reste quand même la vitrine du pays, c'est commencer par cela. Voilà. Une petite ouverture, une idée, ça me tient à cœur parce que je me dis qu'il y a des choses exceptionnelles à faire. Alger, avec ces escaliers qui descendent, avec ces petites ruelles, j'imagine des petites échoppes, des petits magasins, de l'artisanat un petit peu partout, voilà, des ruelles où, enfin, vous parliez tout à l'heure de climat, dans les petites ruelles, on a des microclimats dans les petites ruelles, enfin, il y a une vie qui s'y déroule et on n'en a pas suffisamment conscience. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus, avec ce qu'on a, quoi, tout simplement. Excellent. Je voudrais vous faire intervenir sur un dernier point avant de passer au second panel. Ensuite, on va vous rappeler pour le débat avec la salle. Je vais dire quelque chose. Vas-y, je réagis. Je vois que les escaliers d'Alger, vous aimez beaucoup. Mais à chaque fois, vous dites en descendant, il faut les remonter aussi parfois. Parfois. Mais moi, j'aime la mer. Ah, il n'y a pas de problème. Bon, par rapport à l'étalement que tu as un peu engagé, l'étalement urbain, quand il s'agit d'agglomération ou d'appropriation de l'espace, rien n'est anarchique. Tout est logique. Ça répond à des logiques peut-être qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas planifiées, mais ça, c'est logique. Toutes les villes du monde se sont faites comme cela. Paris s'est faite par la succession de faire les faubourgs, d'annexer les faubourgs. Le faubourg, c'est quoi? C'est des constructions, disons, anarchiques, qui viennent le long des voies de direction des grandes villes, où les maisons viennent se coller l'une à l'autre. Et une fois que la ville ne peut plus à l'intérieur de ses forteresses, on déplace la forteresse et on intègre le faubourg. Ça veut dire ce qui était anarchie hier devient une partie de la ville. Alors, il faut cesser de dire des occupations des hommes que c'est anarchique. Rien n'est anarchique, tout répond à une logique. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette logique-là. Je prends un cas un exemple. Pour des raisons de gain, de tout ce que vous voulez, l'Algérie s'est engagée dans une course effrénée à partir des débuts des années 80 sur la construction
l'autoconstruction qui peut se comprendre. Et cette autoconstruction a fait que pendant 10 ou 15 ans, il y a eu une opération de lotissement qui est venue gonfler un peu toute la périphérie des villes, il n'y a pas qu'Alger. Et à l'intérieur de ces lotissements, il n'y avait pas que le projet d'habitat qui était intégré par les futurs occupants, il y a tout un esprit d'activité, parce qu'il faut avoir aussi la logique, où il faut avoir la capacité économique d'occuper un lotissement. Alors, obligatoirement, il va y avoir une activité à l'intérieur de ce lotissement-là. Et les activités ont pris la place à l'intérieur de ces lotissements, et ça continue. Et là, il y a même un effet en retour qui intègre même les quartiers à l'intérieur de la ville, des quartiers comme Kouba, des quartiers comme Hedra, des quartiers où la fonction résidentielle est en train de faire marche arrière par rapport à l'activité. Et tout ça est une logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être là, se mettre comme ça, comme des condors, et dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, il faut être attentif à ce qui se passe dans une ville, parce que la ville, c'est quoi? Elle est faite par une volonté d'intérêt. C'est ça qui fait bouger, qui fait bouger les politiques urbaines. Et bien sûr, de cette volonté d'intérêt, il y a tout un affrontement qui se fait entre le pouvoir politique en place et entre les puissances d'argent. Et entre aussi les habitants qui veulent s'en sortir. Et ils s'en sortent avec leurs moyens. Des phénomènes de cette appropriation, par exemple, si on prenait des marchés, je prendrais par exemple Dabzouar, le marché de Dubaï, qui est à l'origine juste un lotissement, qui est devenu un centre, El-Hamiz, qui est devenu un centre économique très très important. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Là n'est pas la question. Le phénomène est là, l'activité est là, l'animation est là, la vie est là. Est-ce que c'est ça? Comment tirer profit de ça et rendre ça attractif? C'est là où il y a le génie du politique et le génie du citoyen. Pardon, je voulais juste dire... Pardon, je voulais juste dire, mais alors à ce moment-là, quelle est la place de la beauté? Ça fait partie du débat. Quelle est la place de la beauté là-dedans? Oui, alors la beauté architecturale est un critère très dominant. D'ailleurs, alors les Français appellent ça le bon et le beau. C'est tout ce qui est l'offre gastronomique, les poumons verts, les parcs, etc. Donc moi j'étais vraiment, enfin revenons aux escaliers, hein, cette notion de parcours que vous avez établi. Donc vous avez plusieurs types de parcours. Vous avez parcours choisi, celui que vous choisissez. Vous avez le parcours imposé par les politiques de la ville ou par le socio-concepteur. Ceci vous permettra de voir un parc urbain, une exposition temporaire ou autre, etc. Vous avez le parcours vécu, celui que vous connaissez, peut-être prendre un chemin un peu plus court qu'un autre, etc. Mais tout cet aspect-là, c'est un travail de réconciliation. Et il faudrait, c'est par phase, une réconciliation de l'individu avec sa propre société, avec son espace public. Il ne faut pas oublier la petite décennie noire, cette rupture que l'individu commence à peut-être pratiquer moins l'espace urbain, l'espace public. Monsieur est en train de parler d'activité, vous êtes en train de parler d'espace public, à vous deux, vous faites la ville. Donc vous proposez une activité qui est encavernée, vous proposez une activité qui est autre, etc. Mais c'est tout ce tourbillon, toute cette salade-là, hein, qui doit être impérativement mise en exergue pour qu'on puisse développer. C'est ça les données. Donc là, le dernier point qui était tout ce qui concernait la technologie, etc., ces données-là doivent impérativement être mises à la disposition du concitoyen et du citoyen lambda, non pas d'une dimension intrusive, mais juste pour prendre et répondre aux attentes de l'individu. Donc ces données-là doivent être dans un certain nuage, dans le cloud, etc. Toutes ces informations-là doivent être partagées pour qu'on puisse évoluer et donner un travail urbain.
Ouais. Excellent, c'est très intéressant. C'est-à-dire, ce que tu suggères à Achour, c'est qu'en fait, il ne faut pas porter un jugement de valeur sur cette problématique d'étalement. Oui, bien sûr, il y a des logiques, il y a forcément des logiques, mais il y a aussi des questions sur quels rapports sociaux, quelle urbanité nous voulons. Ma frustration, c'est que vous l'avez dit, c'est-à-dire ceux qui habitent Baba Hassan ou Douira, il n'a pas de rapport comme moi, je l'ai eu à Bellecour, on habitait à F2, mais tout ce que j'ai vécu, il ne le vivra jamais dans ses rêves. J'avais accès à un certain nombre de choses qu'il ne peut pas avoir, même s'il vit dans des quartiers qui sont de rang soi-disant supérieur. Et là, les recherches que vos confrères ont menées disent que cet étalement, le cas algérois particulièrement, et même d'autres villes d'Alger, si ma mémoire est bonne, c'est fait parce que les gens quittaient le centre-ville en pensant que c'est une évolution sociale. C'est-à-dire, je vais habiter à Shraga ou la Dar Ibrahim parce que j'ai un rang social supérieur, donc c'est une promotion, même si l'habitat qu'on m'offre, les services qu'on m'offre, le type d'école que j'ai, le type de rapport que j'ai, sont de rang inférieur. Donc ça, c'est des questions qui nous interpellent. Dans quel modèle nous voulons nous projeter, quels rapports sociaux, quelle urbanité nous voulons. Et on va voir tout à l'heure à la fin comment, dans le cas de Bogota, comment une volonté politique, à travers une intervention réelle, a pu transformer un peu ces rapports. Mais bon, on en est au point où peut-être il faut nous interroger. Je note un peu la remarque de Achour qui est intéressante. Ma dernière question, c'était justement comment, aujourd'hui, avec l'évolution de ces technologies, la question s'adresse à tous, mais peut-être Reda en premier, comment on peut tirer profit de ce que nous offrent un peu ces outils-là pour gagner du temps? Est-ce que les villes intelligentes, il y a un projet de Smart City à Alger, j'en ai entendu parler, je n'ai pas connaissance. Est-ce que c'est quelque chose qui est une piste pour des gens comme moi qui n'en connaissent rien, mis à part ce que je vois ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous faire gagner du temps, qui peut offrir des brèches pour rattraper un peu notre retard, ou bien non? Tu peux commencer. Alors, très rapidement, avant de sauter à cela, vous avez parlé de la notion de Houma, qui est une notion que tout le monde connaît, etc. Mais avec les nouvelles technologies actuellement, la Houma ne se limite plus dans le quartier, etc. Avec Internet, Houmto peut s'étaler jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Australie. Le Houma n'est plus, etc. Peut-être que vous en parlez avec une telle nostalgie, parce que le rapport social avec le quartier ou les Houmté, etc., reste ad vitam aeternam, dans la mémoire collective, une expérience extraordinaire, mais il faut vivre 100 ans. Et donc, Houmto à lui, c'est avec les réseaux sociaux, etc. Donc, n'imposons nos cas, c'est pas Houmto ou autre. Je dis ça parce que c'est plus les mêmes, c'est plus, donc là, concernant l'application des nouvelles technologies dans les villes, etc., moi, déjà en premier lieu, il faudrait mettre toutes ces informations et ces données, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la disposition du monde. Il faudrait de l'individu. Il y a plusieurs technologies. Actuellement, on parle du BIM, qui est le Building Information Modeling, cette histoire de modéliser la totalité de l'information, qui nous permet d'avoir accès à la gestion de la ville, d'organiser, gérer un bâtiment, un seul bâtiment qui pourrait être répercuté sur la totalité d'une ville, etc. Mais tout cela doit être impérativement connecté, et d'où connexion dans le cloud. Donc l'information doit être accessible, doit être juste et doit être surveillée. Et comme je dis à chaque fois, ce n'est pas... les gens ont peur, ils disent oui, non mais ma vie sera étalée. Non, ce n'est pas dans le côté intrusif, mais dans le côté afin de répondre aux besoins de l'individu. Donc oui, ça peut être positif, mais à prendre avec beaucoup de place. Donc l'appel à contribution de la ville d'Alger a été fait récemment, on fait une dette limite là, pour répondre, etc. Mais ceci, je vous dis, dans un cas d'accompagnement. Il y a un projet tout simple qui se fait à Barcelone en ce moment, avec
avec le Transmédia, c'est un système de bus très rapide qui est devenu numéro 1 mondial, histoire de désengorger, etc. Je ne vais pas vous parler du trafic de circulation en Algérie, je préfère taire mes réflexions, sinon, voilà, donc tous ces problèmes... On va en parler après. Oui, non, mais est-ce qu'on va trouver... Voilà, donc ces aspects-là, donc c'est toutes ces informations-là qu'il faudrait récolter afin d'entamer une procédure, etc. Donc oui, pour l'utilisation des technologies, voilà, prendre avec des... Pour l'utilisation des technologies dans la bulle, ce que tu développes là, c'est nous le vivons un peu, c'est-à-dire que c'est des projections comme ça qui me paraissent peut-être réalistes, mais moi, encore une fois, appliqué à la ville, je vais être très terre à terre. Ce qu'a ramené la technologie à la ville, c'est que le rêve dont parle Abdelkrim, la ville est devenue un peu plus bancarisée à travers le digicode, à travers la caméra de surveillance, c'est-à-dire que la limite entre le privé et le public est gérée par la technologie pour donner un peu plus de gel et de froid au rapport humain que la chaleur dont parlent certaines villes qui vous paraissent comme ça aseptisées parce que tout est bien, mais il faudrait voir qu'à travers le passage qu'on fait de l'espace public à l'espace privé, il n'y a pas plus de froid. Il n'y a que le digicode, il n'y a que le truc la télésurveillance, et qu'il n'y a pas de rapport humain, c'est-à-dire il n'y a plus le concierge dans le temps, il n'y a même plus l'appariteur à qui vous dites bonjour, il vous dit, est-ce que vous voyez même pas ces personnes-là, tout est froid, tout est à la limite carcérale. La technologie rend la ville un peu plus carcérale qu'elle ne l'était. En un mot, ma réflexion à moi va être médiane. Vraiment, en un mot. Je pense que la technologie, c'est quelque chose de formidable. À intégrer dans une ville qui a encore une âme, mais une ville qui a une histoire, c'est encore plus beau, je demande à voir. Je n'ai aucune idée supplémentaire là-dessus, je demande à voir. Je sais qu'il y a des choses formidables qui se font à travers le monde, voilà, et qui peuvent être parfaitement adaptées à une ville comme Alger, qui est cosmopolite. Excellent. Excellent. En fait, ce sont des questions qu'il faut se poser en tant que citoyen sur quelle ville. On n'a pas le temps de projeter. Je vous invite à regarder sur YouTube Michel Sutarskis, qui est secrétaire général de l'Association internationale de développement urbain. Il parle de ces questions-là. Quels sont les rapports sociaux qui sont induits par tel ou tel type d'intervention? Quels sont les éléments en fait structurants? Parce que c'est vrai, je peux dire, Eda, c'est que voilà, Taqdim, ton modèle de Houma à l'ancienne ou de Kasbah, c'est de l'histoire. Non, je caricature. Mais c'est enregistré, tu peux enregistrer. Non. Tu as le droit de l'être. Mais c'est des vraies questions en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc voilà, c'est des questions que nous soumettons au débat. Donc demain, si nous devenons des citoyens qui agissons, et on va le voir à la fin, à travers nos élections, pour quel modèle de ville nous allons voter, qu'est-ce que nous voudrions qu'il y ait, quel type de rapport, quel type de relation, comment on veut que l'espace structure nos rapports sociaux. Vous allez voir l'idée d'égalité que défend le maire de Bogota, comment il a pu la traduire sur le terrain. Donc peut-être pour cette première partie, on va s'arrêter là. Gardez vos questions parce que je vais rappeler nos trois panélistes tout à l'heure pour monter avec leurs confrères et consoeurs pour répondre à l'ensemble des questions. Donc je vous remercie pour cette première partie. Adila, Arbi et Halim, je vous invite à prendre vos places. Merci. Allez, on poursuit.
Donc voilà. À supposer qu'on ait un modèle de ville ou, je sais pas, un projet ou une vision, ou par petits bouts, par, je sais pas, comment intervenir? L'idée de régénération urbaine, c'est de dire que la ville, comme le disait tout à l'heure Achour et Reda, c'est-à-dire évolue, elle est en perpétuel changement. Donc cette idée de dire intervenir sur la ville existante, c'est un axe de travail intéressant qui nous interpelle si on veut travailler sur les politiques publiques, en tout cas en tant que ministre, ça nous intéresse. Donc on voudrait savoir un peu plus. Il y a quelques axes que nous souhaiterions proposer au débat. C'est l'intervention sur les tissus historiques, sur les villes, les médinas, les kasbahs que nous avons. Ça, c'est un premier point. Où est-ce qu'on en est? Je sais que c'est quelque chose sur lequel il y a des plans de sauvegarde, il y a des choses. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qui est fait? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Mais il n'y a pas que ça. L'idée que nous voulons défendre au sein de l'EBNI, c'est qu'il n'y a pas que les médinas historiques, il n'y a pas que les tissus historiques. C'est-à-dire la ville, c'est aussi les quartiers centraux, hein, qui sont généralement autour et qui représentent un patrimoine. La ville d'Alger, c'est pas que la Casbah, hein, donc tout le tissu du centre-ville est un patrimoine. Il y a de belles choses, il y a des choses intéressantes. Comment les régénérer, les faire revivre? Et comment, avec quels outils peut-on faire ça? Donc voilà un peu les quelques pistes que nous voulons débattre. Une première réaction, Hasna d'abord. L'Arabi Marhoum et Halim Faïdi ont préparé quelques slides pour nous aider à mieux mettre un contenu précis sur ces thématiques. Ça nous permettra d'avoir des éléments un peu plus concrets sur nos villes, sur des éléments sur le changement de paradigme que propose un peu l'Arabie, et on enchaînera sur un certain nombre de questions. Donc, Hasna, première réaction sur ces questions-là. Oui. Merci Abdelkrim. Avant de me pencher un peu plus sur ta question, j'aimerais quand même réagir un peu à ce qui s'est dit tout à l'heure. Juste un rappel, c'est que la ville a toujours été, du moins on a toujours tenté de rêver la ville. Platon a rêvé d'une ville idéale, ça il faut le savoir. Howard Ibn Zehr a construit les cités-jardins, c'était aussi des villes rêvées. Quand il y a eu l'ère industrielle, des villes ont été rêvées pour les ouvriers. Donc la ville a souvent et longtemps été rêvée. Maintenant, il y a un idéal de ville qui est rêvé et il y a la réalité. Et c'est dans cette réalité que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Achour, c'est qu'après, il y a d'autres dimensions qui interviennent dans la confection de la ville réelle. Voilà. Alors, après, ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, et ce qui me paraît être très très important pour comprendre comment régénérer la ville, c'est de définir la ville. En fait, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on assimile très souvent la ville à un ensemble de constructions, à des rues, plus des choses, des rues, plus des bâtiments. Or que la ville est avant tout, elle naît avant tout de la volonté des hommes et des femmes qui se regroupent autour d'un projet commun. C'est-à-dire qu'il y a un consensus, il y a une vision pour un vivre ensemble, c'est-à-dire dans le but de vivre ensemble. Et à partir de là, s'il y a un consensus et une volonté avec un projet commun, il y a des règles qui s'établissent. Et à mon sens, c'est le respect de ces règles ou leur non-respect qui fait une ville, une belle ville, d'une ville qui est moins belle et dont nous pouvons en souffrir. Après, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a différents acteurs qui font la ville. Il y a différents acteurs, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Il y a les acteurs qui font la ville. Il y a, c'est vrai, la société qui se projette dans des espaces et dans cette projection, on a le privé, le semi-privé, le public, etc., qui ne sont qu'une traduction du consensus établi justement dans la société pour régler le rapport entre les gens pour bien vivre ensemble. Il ne faut pas perdre ça de vue. La ville, c'est essentiellement ça. Après qu'elle soit moderne, traditionnelle, des choses comme ça, c'est, ma foi, secondaire. Le plus important, c'est que la ville concentre le rapport humain. Alors,
Ce qui nous paraît féerique aujourd'hui dans la Casbah ou dans d'autres villes traditionnelles, c'est en fait parce que ces villes-là, Achour a dit, mais l'a dit tout bas, oui mais les ruelles de la Casbah elles sont pas toujours jolies, je veux dire, oui on peut penser ça. Il ne faut pas être dans l'idéalisme parfait, mais ce qui permet de dire que les anciennes villes étaient belles, c'est qu'en fait elles étaient équilibrées, c'est parce qu'elles réglaient parfaitement les rapports entre les gens, dans la société. C'est ça le plus important. Ce qui paraît un peu dérangeant aujourd'hui, c'est que ces rapports-là semblent ne plus être respectés. Quand vous avez quelqu'un qui empiète sur un trottoir ou quelqu'un qui bouche la vue à son voisin, ça veut dire que les rapports ne sont plus vraiment respectés. Et c'est ça qui fait des villes qui ne sont pas belles, enfin à mon sens. Après, je reviens à cette question d'acteurs. Il y a certes les architectes, les urbanistes, c'est-à-dire les professionnels eux-mêmes qui font la ville, et ceux-là sont peut-être les premiers à être désignés du doigt, mais je dirais aussi qu'il y a le citoyen, parce que celui qui veut déborder sur le trottoir, celui qui veut boucher la vue à son voisin, ce n'est que le citoyen. Et il le fait très souvent à l'encontre du permis de construire. Lui est établi plutôt par un architecte. Et le troisième acteur qui me paraît fondamental aussi, qui est très très important à citer, c'est le pouvoir public, c'est l'État, qui lui doit réguler ses rapports et les faire respecter. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça, merci. Je rappelle juste pour ceux qui sont intéressés, la thèse de Nourdine Touelbid Alibi, je ne sais pas si ceux qui se connaissent, il y a un livre intéressant qui s'appelle Ordre et désordre, et il décrit notre situation comme étant une situation d'anomie totale, c'est-à-dire où la transgression des règles devient une règle des relations sociales. Donc je vous invite à un peu, ça rejoint ce que dit Hasna et ça donne une profondeur un peu analytique. Halim va... pas encore. C'est ton tour. Ouais. J'ai le droit de... Bien sûr. De 1 minute et demie chaque. Très bien. Merci à vous de remettre sur le terrain, dans l'assiette, selon le mois où on se trouve, cette question de la ville. Alors, pour moi, ma compréhension de la ville et de la société est absolument la même. J'en arrive à parfois faire de ces deux mots des synonymes. Parce que la ville, ce n'est pas du tout l'ensemble inerte qu'on peint, qu'on repeint, qu'on plante ou qu'on ne plante pas. La ville, c'est un contenant, et puis il y a la société qui est le contenu à l'intérieur. Ils sont liés entre eux comme le corps et l'esprit. Quand on me dit la ville rêvée, j'ai envie de dire c'est quoi la société rêvée. C'est la véritable question, mais c'est la même en vérité. Parce que vous ne pouvez pas faire une ville sans la société, et vous ne pouvez pas fabriquer une société aujourd'hui si elle n'est pas dans un territoire urbain. Parce que la moitié de la planète est déjà dans la ville. Les très grandes migrations qui se font aujourd'hui dans les pays sous-développés ou en développement. En Afrique, vous avez la population urbaine qui va tripler dans les 30 ans. Donc il y a des gens qui sont en train de migrer vers les villes, en Inde, en Chine, bref, donc tous les territoires qui sont en train de se développer. Chez nous également. Donc la question est de savoir comment on va régénérer la ville. Il me semble que, en tout cas pour le cas d'Alger, on ne peut régénérer Alger qu'avec les éléments qui l'ont généré. Sinon, on va constituer des énormes greffons. Donc il y a des réponses et des solutions qui sont extrêmement pratiques. C'est ce que je vais développer tout à l'heure en 4-5 points très très macro, parce qu'après il faut rentrer dans le détail, et il me semble qu'à ce niveau de débat, le diable est dans le détail. Il ne faut pas ni essayer de plaire, ni essayer de performer. Hein. Il ne faut pas faire d'excès de vitesse. Alger, Smart City, etc. Alors, on ne sait pas encore faire un trottoir, on ne sait pas encore
relever une chaussée. On ne sait pas encore, on n'a pas encore compris, quand on sort de l'École nationale de l'administration, on ne peut pas imaginer que la ville, c'est beaucoup plus complexe que simplement des choses à rendre jolies, et en pensant que c'est ça qui va la rendre soutenable et qui va rendre la société plus heureuse. Donc, il va y avoir 3-4 grandes idées comme ça, et finalement qui sont très simples, donc on va les découvrir dans un second temps. Mais il faut sortir de sa tête l'idée que la ville, c'est des constructions. Ce sont des constructions. La ville, c'est un ensemble entre du vivant, que nous sommes, avec les bêtes, avec la flore, et un environnement que nous générons, qui peut agir sur nous, positivement, négativement. Si la société est malade, elle ne peut pas générer une ville saine. Si la ville est malade, comme elle est en train de tomber malade, elle ne peut pas produire une société saine. La véritable question autour de la ville va rester la question centrale du projet de société. Nous accordons-nous sur une manière de vivre, et puis ensuite, nous projetterons. Le reste, si vous voulez, c'est de l'ingénierie, et c'est en vente libre. Voilà, on développe ça un petit peu de temps. Pour un peu continuer sur la lancée, pour moi, quand on parle de ville rêvée, je crois qu'Alger, on ne l'a pas rêvé, on l'a eu sans la rêver. Donc elle est là. On s'est réveillé en 62 avec Alger ici. Donc on a de l'avance pour être optimiste. Par contre, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est que pour moi, faire la ville, c'est une cause. C'est même pas un rêve, c'est presque une obligation de salubrité publique pour les générations qui viennent. La ville, pour moi, reste un des rares contenants qui permettent à des personnes, à des enjeux économiques, à des groupes sociaux, de pouvoir coexister d'une manière ou d'une autre dans une forme de pacification. Ce que nous avons produit depuis 62, ces extensions urbaines, ces ghettos à ne plus en finir, ont fait que nous avons aujourd'hui une société ghettoisée, malade, avec une espèce de mixité qui commence à disparaître. Aujourd'hui, vous lisez sur les annonces, appartement F4 dans une résidence surveillée. C'est un drame de lire ça en Algérie, aujourd'hui, alors qu'en 62, on vivait avec les portes ouvertes, quoi, à Bindjiren. Cette régression, c'est une régression qui est due à une fabrication de ville que nous avons fabriquée depuis 62. Donc je m'arrête là. Pour moi, faire la ville, c'est une cause nationale. C'est une cause nationale, parce qu'il y va de la cohésion sociale, 2, il y va de l'économie du pays. Aujourd'hui, l'économie est une économie urbaine, elle se fait en ville. Maintenant que le baril est tombé à 30 ou 40 dollars, il va falloir se rendre compte que la ville est endroit de création de la richesse. Après, la situation historique de nous, Algériens, dans cette ville qu'on a trouvée en 62, 14 ans de socialisme, 10 ans de bricolage, 30 ans d'économie, on ne sait pas si elle est libérale ou pas, on a un petit peu un bout de fesse sur la gauche, un bout de fesse à droite. Tout ce bricolage institutionnel qui fait que la ville est bloquée, pour moi, je voudrais dire que c'est une chance, parce que nous devons inventer un modèle urbain qui ne soit pas de libéralisme à 100%, parce qu'on n'est pas une société libérale, parce qu'on a encore quelques acquis sociaux, on a encore une volonté de solidarité, on a encore quelques vieux réflexes de socialisme qui sont là, et tout cet ADN politique qui est un petit peu complexe va nous permettre peut-être d'imaginer un Alger qui soit en même temps performant, mais en même temps social. Et je présenterai tout à l'heure quelques indications sur ces questions-là urbaines pour un peu amorcer une espèce de début de réponse sur comment est-ce qu'on pourrait au moins se poser les bonnes questions. Merci. Alors, je vais passer 8 diapositives qui sont extraites d'une conférence sur Alger et qui sont extraites également d'un livre que nous avons